Chers amis des mots, je vous souhaite la bienvenue sur Sentimentalité, le podcast où on parle émotion, santé mentale et littérature. Je m'appelle Stéphanie Manita, je suis écrivaine et je vous invite à explorer avec moi tout ce que ce mélange peut donner auprès de mes bouquins ou de mes invités. C'est parti! Sur Sentimentalité, le jeudi 22 mai 2025, j'ai reçu Doriane R. Bottino. C'est la première invitée que je ne connais pas personnellement et de qui je n'ai pas lu les ouvrages. C'est parce que j'ai commencé à la suivre sur Instagram que j'ai tout de suite apprécié ce qu'elle partageait avec nous sur son travail d'autrice. Peu de temps après, je me suis abonnée à sa newsletter sur Substack et j'ai encore plus apprécié ses récits intimes autour de ses difficultés. Elle va dans le détail de l'introspection, ce que j'ai trouvé tout à fait adéquat à développer dans cet épisode. Doriane est une autrice de fantasy et d'imaginaire au sens large. Sa saga Céleste est en cours de publication chez les éditions Bookmark. Le premier tome s'est d'ailleurs refait une beauté le 25 juin 2025 au moment où sort cet épisode. Doriane apprécie particulièrement les univers sombres, mythologiques qu'elle nourrit grâce à sa formation d'historienne de l'art. Grande passionnée et portant plusieurs neuroatypies, elle utilise le journaling pour y voir clair dans ses projets, mais aussi dans les flots d'émotions qui la submergent parfois. Ce que je trouve touchant, c'est que Doriane partage avec nous de manière très transparente sur ses différents canaux toutes les étapes de crise ou de rétablissement qui la composent. On arrive ainsi à saisir toutes les subtilités de son vécu émotionnel sans pour autant en avoir tous les détails. C'est ainsi que je l'ai sollicitée pour parler du deuil de l'écrivaine. Et qu'entre-temps, elle a traversé cette épreuve tout en se nourrissant de ce qu'elle a ressenti, afin d'avancer dans les meilleures conditions possibles. C'est avec un immense plaisir que je vous présente cet épisode pour que Doriane vous explique comment l'écriture, sous toutes ses formes, lui a permis de sortir d'un monde normé et de trouver sa propre place. Vous allez voir, ça va être passionnant. On y va ? Super. Voilà, comme ça c'est clair. Comment tu vas ? Écoute, ça va, un petit peu stressée. Mais ça va. Je te rassure, je suis stressée aussi. Donc comme ça, on stresse ensemble, tout va bien. Parfait alors. Je vois que tu as déjà ta petite boisson. Ah ouais, c'était important là. Ça doit être de la verveine et de la camomille. Tu sais, C'est parfait. De millénaire. C'est tout ce qu'il faut. C'est exactement ça. Ok. Alors, moi j'ai mes questions, c'est tout bon. Si toi t'as tout ce qu'il faut, bah écoute, on peut direct commencer. C'est parti. Bonjour Doriane, comment tu vas ? Ça va, très bien, merci. Du coup, on est là pour parler santé mentale, émotion et écriture, qui est un vaste programme. Et comme je t'ai déjà présenté en off et qu'on reviendra sur tes actualités un peu à la fin, j'aimerais te poser la première question du podcast, qui est, en toute sincérité et à ton avis, pourquoi j'ai pensé à toi sur la thématique du deuil de l'écrivaine ? Alors, la dame prend ses notes. C'est très bien. Écoute, j'y ai réfléchi. Déjà, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que c'était vraiment le deuil de l'écrivain. Et c'est quand j'ai repris un peu toute la thématique, en me focalisant un peu sur les étapes du deuil, etc., que je me suis rendu compte qu'en fait, toutes ces étapes, ça fait des années que je les traverse. Et que j'étais arrivée un petit peu à la dernière étape, donc à l'acceptation, enfin à la reconstruction, après l'évidence même qu'à un moment donné, le monde de l'édition n'est pas fait pour tout le monde. Et je pense que c'est tout ce travail que j'ai fait en amont sur mes étapes, sur la manière dont j'ai vécu la destruction de mes idéaux, petit à petit, jusqu'à cette nouvelle version que j'espère pouvoir être la bonne, pour continuer un peu dans l'écriture, parce que je ne peux pas arrêter aujourd'hui, qui fait que non pas que je sois la personne idéale, parce que je pense pas qu'il y ait de personne idéale pour ce genre de sujet, mais au moins je peux en parler plus librement que certaines autres personnes qui sont encore dans le processus du deuil. Voilà. Oui, c'est un petit peu ce que j'avais ressenti du coup. Bon, je l'ai expliqué en off, mais je le réexplique là. Je suis tombée sur un de tes numéros de ta newsletter. Si on peut appeler ça newsletter, c'est plus des billets d'analyse, de blog presque. Enfin, c'est hyper intéressant. Et c'est vrai que j'avais l'impression que tu étais arrivée un peu à bout touchant en mode résignation et acceptation. Enfin,
la fin du processus, les choses, elles sont comme ça. Et c'est ça que j'avais trouvé assez intéressant parce que tu as développé vraiment tout le processus justement de deuil, de comment ça s'était arrivé, quelles étaient les accumulations aussi que tu avais subies qui avaient fait que tu en venais à penser à ça. Et du coup, ouais, je pensais à toi pour ça en effet. Et on parlera après du rebondissement qu'il y a eu entre-temps. Quel rebondissement! Ça a rendu le truc encore plus intéressant parce qu'on peut voir que finalement, le deuil, c'est quelque chose d'assez cyclique et qu'en fait, comme tu l'as très bien dit au tout début, on en traverse en fait tout le temps des deuils et sur plein de phases différentes et plein de thématiques différentes. Et du coup, les fins annoncent toujours, j'aime bien dire ça, d'autres débuts. Et Absolument. c'est pas parce qu'on accepte une situation qu'on peut pas en accepter une autre qui vient chambouler un petit peu ce qu'on avait accepté. Complètement. C'est justement ça qui fait que c'est un état de recommencement et un vrai challenge en fait. Parce que tu te rends compte que même si tu as accepté les choses, bah, tu as toujours un petit élément qui va venir te dire « Ah, mais peut-être que finalement !» Et c'est tout le processus qui recommence et c'est super intéressant. En tout cas, c'est... C'est ce qu'on ressent d'ailleurs dans ce que tu nous partages. C'est hyper... c'est vraiment trop bien. Je voulais te demander aussi si tu as déjà participé à des interviews ou pas. Alors, oui, une fois, un podcast de Parole de Plume. Donc, si tu vois Marie Fleury, qui est aussi aujourd'hui autrice chez Bookmark et chez Hachette. Et on avait parlé toutes les deux de mon travail sur Céleste, de mes 10 ans d'écriture, ce que ça faisait d'avoir écrit pendant des années et des années sur une seule et même saga. Et comment j'en venais aujourd'hui au travail que j'avais fait. Donc c'était en 2022, je crois, donc il y a 3 ans. Et entre-temps, j'ai fait mon burn-out autistique. Et en fait, ça coïncide vraiment à la période où j'ai commencé à me questionner justement sur l'édition, puisque je venais tout juste d'être éditée. Et toute ma période de travail sur moi-même pour en venir à ce qu'on a aujourd'hui. En fait, je posais cette question parce que je me disais que ce oui que tu m'as offert pour venir, et merci encore pour ça, ça peut justement sous-tendre un petit peu à de l'angoisse ou en tout cas une sorte d'exposition, puisque tu dis que l'interview d'avant, c'était plus dans ton processus, qu'est-ce que ça impliquait d'avoir écrit pendant des années la même histoire. Et là, on parle vraiment, d'un deuil. J'ai parlé de deuil dans une autre interview déjà, mais c'était plus le deuil d'une personne. Et là, on parle vraiment du deuil d'un processus, d'une carrière, etc. Et aussi, on va parler du fait que tu as plusieurs neuroatypies. Tu en parles assez librement sur tes réseaux. Et du coup, je me demandais... pour quelles raisons est-ce que tu m'avais dit oui? Est-ce que ça te stresse? Est-ce que cette exposition te gêne? Ou est-ce que tu penses au contraire que ça peut t'aider aussi à finaliser certains processus? Un peu des deux. Ça me stresse énormément. Ça m'oblige à dévoiler certaines choses, à me dévoiler moi-même. Et c'est quelque chose qui est très compliqué. D'ailleurs, personne ne le voit. Mais là, actuellement, je suis en train de faire joujou avec mon porte-sachet, mon petit bout de carton pour essayer de me déstresser un petit peu. Et donc ça me stresse et en même temps je pense que c'est important d'en parler, important de parler de ces choses-là parce que je suis loin d'être la seule qui le vit au quotidien et que peut-être qu'une personne qui en parle, ça peut aider d'autres personnes à se sentir mieux dans ce qu'ils vivent, mieux dans leur processus. Moi je m'expose mais en même temps c'est pas non plus quelque chose que je cache, donc ça me dérange, en même temps ça me dérange pas, ça me force un petit peu aussi à me confronter à mes peurs. C'est pas une mauvaise chose. Ça reste un cadre qui est quand même assez sécurisant, donc c'est angoissant, mais sans être quelque chose qui va m'amener à la crise, quoi. Et du coup, ça me permet aussi de me libérer de certaines choses. Écrire, c'est quelque chose, écrire ça fait beaucoup de bien, mais le dire à voix haute, ça amène tout de suite la chose sur une autre dimension. Voilà. Donc je t'ai dit oui parce que je pensais que c'était le bon moment pour pouvoir en parler et passer encore à l'étape suivante. Trop bien. Merci encore. Avec plaisir. Du coup, moi j'ai lu ta newsletter, peut-être que d'autres ne l'ont pas lu. Donc, je voulais te demander, pour commencer à rentrer dans le vif du sujet, si tu pouvais nous dire comment s'est illustré justement
cette étape de deuil, enfin ces étapes de deuil de l'écrivaine, comment t'en es arrivée là, quels ont été un petit peu justement les paliers que tu as franchis pour en arriver à cette acceptation et pourquoi tu penses être arrivée aussi à ce stade-là de te dire que finalement peut-être l'édition c'était pas pour toi. Alors, en fait, ça a commencé même avant que je me fasse éditer. C'est-à-dire que le jour où j'ai eu mon accord et que j'ai signé mon contrat, je sais pas pourquoi, au lieu d'être c'est quand même le truc qu'on attend tous. On se dit waouh, que signer un contrat, en plus avec une maison d'édition qu'on apprécie, qui est en train de monter, machin. On se dit bon voilà, normalement on devrait être dans l'euphorie. En fait, tout au contraire, au lieu d'être dans l'euphorie totale du moment, bah, j'étais contente, mais il y avait quelque chose qui tout de suite, ça m'a pris. Mais je pense que c'est, mais attends Dorian, aujourd'hui, tu n'écris que pour toi. D'ici quelques mois, t'as tout un tas de personnes qui vont lire ce que tu écris et t'amener à te dévoiler. Et si ces personnes n'aiment pas ce que tu écris, c'est un fait, ça peut arriver, hein, on le sait. Mais il y avait beaucoup de self-insert dans ce que j'écrivais. Et d'une certaine manière, c'était me mettre, moi, en avant et me dire, bah, en fait, s'ils aiment pas ce que j'écris, s'ils aiment pas Eileen, bah, c'est moi qui n'aime pas. Et donc, il a fallu déjà que je me détache de ça. Ensuite est venu tout le processus basique d'édition, correction, mise en avant, machin, et les premières déceptions. Parce qu'il y a toujours des déceptions. On a beau être dans une maison d'édition qui fait tout pour nous aider. Il y a forcément des déceptions. Il n'y a pas assez de communication, pas assez de promotion, des petits désaccords, des machins, des choses qui en soi ne sont rien, mais qui s'accumulent en fait. Et à ce moment-là, on avait le Covid, plein de périodes de Covid. Moi, j'étais en master. Il y a eu tellement de stress, tellement d'angoisse que j'ai fait mon burn-out. Et puis là, ça a été la dégringolade en fait. C'était comment est-ce que je vais faire, comment est-ce que je vais y arriver, et ça a été 2 ans je pense de recherche, d'essayer de me comprendre, d'essayer de comprendre ce qui m'arrivait parce que je comprenais pas du tout. Ça a été vraiment ce processus en fait de recherche de soi, de compréhension de soi. On se dit mais en fait ça fait 30 ans que je vis d'une certaine manière, je me rends compte que je suis arrivée à bout de ce que j'étais capable de donner, de ce que j'étais capable de fournir. Aujourd'hui, je fonctionne plus de la même manière. Et il a fallu que je concilie la redécouverte de la relation que je pouvais avoir avec moi-même, avec ma perte de repère, au niveau de l'écriture, etc., etc. Et c'est passé par toute une phase où je ne pouvais pas m'approcher d'un clavier sans faire une crise d'angoisse. Le moment de fait de me mettre comme ça devant mon ordinateur, de commencer à taper, et pourtant j'avais envie d'écrire, mais de commencer à taper, c'était une crise d'angoisse immédiate. Et là, c'est aussi plein de remises en question. Est-ce que finalement je suis faite pour être écrivaine? Est-ce que finalement tous ces petits trucs qui m'angoissaient depuis le début avec l'édition, est-ce que c'est fait pour moi? Et puis t'as la pression des deadlines, t'as la pression des réseaux sociaux, tu dois faire ta pub, tu dois être autrice, mais tu dois aussi être communicante. Je suis un rat de bibliothèque. Je ne savais pas du tout faire tout ça. En fait, c'est tout plein de choses qui se sont accumulées et qui ont fait que j'ai fini par me dire peut-être que finalement je suis pas faite pour être écrivaine. En tout cas, je suis pas faite pour être la version actuelle de l'écrivain. Celle que tout le monde a dû, toutes ces success stories qu'on nous montre, où tu as des artistes qui viennent de nulle part, qui arrivent et bam, immense succès, l'édition collector, le machin, les trucs, la publicité partout. Et t'as vraiment ce moment où tu te confrontes à la réalité, tu te dis, mais il y a ces nanas, ces femmes et ces hommes qui réussissent et qui ont, même qu'ils soient français ou non, hein, mais qui ont cette mise en avant de fou. Et tu te dis, à côté de ça, mais moi, j'arrive à peine à écrire, j'arrive à peine à vendre. Qu'est-ce qui fait que ce qu'ils font eux, c'est mieux que ce que je fais moi? Donc, tu as aussi toute cette remise en question permanente que tu as aussi avec les réseaux sociaux, de savoir à quel moment, pourquoi toi, tu n'y arrives pas et les autres, oui. Donc, tu te rends compte que tu n'arrives pas à suivre les règles parce que ça ne te plaît pas. Le monde de l'édition est quand même extrêmement normé, il est misogyne, validiste,
extrêmement sexiste. T'as le malheur d'écrire de l'imaginaire, bah t'es catalogué. Allez hop, t'es une femme, t'es cataloguée. Pire, si j'ai de la chance d'être blanche, parce que si j'avais été racisée, eh ben, une case de plus. Une case de plus. Et maintenant, j'ai rajouté après la neuroatypie dont j'avais pas conscience. Et c'était à ce moment-là où je me suis rendu compte, bah ouais, en fait, Dorian, non, t'es pas faite pour ça. T'es pas faite pour ce qu'ils te demandent. T'as un autre fonctionnement. Maintenant, c'est à moi d'essayer de le trouver. Et au final, après 2 ans de chômage, où j'ai justement pris ces 2 années pour essayer de comprendre qui j'étais et comprendre tout ça, j'ai pu recommencer petit à petit à travailler et à écrire, parce que je me suis rendu compte que être écrivaine tel que je le concevais à la base, tel que les fantasmes que tout le monde le concevait, n'était pas fait pour moi. Et c'est à ce moment-là que j'ai pu réussir à me sortir de ça et me dire, bon bah voilà, puisque c'est pas fait pour moi, je vais trouver qui est fait pour moi. Ça prendra le temps que ça prendra, mais je vais m'en sortir. Et c'est ce que je pense avoir réussi à faire. Voilà, tout ce blabla incroyable pour en arriver là. Un joli parcours. Je trouve ça très fort que tu décrives. On sent, je trouve, dans tout ce que tu racontes, la dégringolade à partir du moment, surtout, où l'acte de publier devient prédominant sur l'acte d'écrire finalement, parce que ça change complètement ton rapport à l'écriture. Et quand tu dis que tu faisais des crises d'angoisse dès que tu te mettais devant le clavier, c'est comme si en fait l'acte d'écrire te forçait à t'exposer, alors que finalement au début tu le faisais pas, disons, en tout cas ça prenait pas autant de place, quoi. C'est ça qui est assez hallucinant. C'est exactement ça, ouais. Tu revois vraiment la base de ce qui te plaît, de ce pourquoi tu écris et tout ça, pour le transposer sur quelque chose de super anxiogène, de super demandeur pour toi, et puis et ça te pourrit en fait tout ton rêve d'être publié et de partager tes écrits avec les autres, quoi. C'est un peu ce que je ressens dans ce que tu dis. C'est carrément ça, d'autant qu'aujourd'hui, même si ça reste un microcosme, et ça dont on se rend vraiment pas compte, c'est que les réseaux sociaux sont un microcosme. C'est une toute petite plateforme qui prend énormément de place dans la vie d'un écrivain. Et ces réseaux sociaux conditionnent un peu notre manière de voir les choses et notre manière d'écrire et notre manière de nous montrer aussi. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est à partir du moment où j'ai pris conscience des réseaux sociaux que j'ai cette angoisse vraiment parce que j'en avais pas du tout conscience avant. Comme j'étais pas dessus, moi j'étais dans mon coin, ma petite bulle, et je faisais ma vie. Et c'est quand on se rend compte de tout ce qui se passe à côté, on se dit, ah ouais, quand même. Rien peut conditionner toute ton existence. Ouais, c'est ça. Tout notre avenir. Et puis c'est là aussi que c'est venu cette histoire de te comparer avec les autres, de voir, de te mettre en fait des attentes supplémentaires, parce qu'au début c'est uniquement sur le texte, en te disant est-ce qu'ils vont aimer, de dire voilà, s'ils aiment pas le texte, c'est moi qu'ils aiment pas. Bon, ça c'est déjà un raccourci qui est tout à fait naturel, mais les réseaux amènent une autre dimension de la réussite des autres en fait. Et ça met une pression de dingue, parce que tu sors de ton petit univers à toi, tu t'exposes déjà avec ton texte, et après tu vas encore t'exposer à la comparaison avec tous ceux qui réussissent, quoi. C'est ça. Et puis t'as vu, t'as écrit tant, on le voit, ça se voit beaucoup en ce moment. Machin a écrit tant de livres par cette année, donc plus en ce moment avec les délires avec l'IA, donc c'est forcément que c'est écrit avec. Ouais, alors ça, ça c'est sûr. Et les gens n'arrivent pas à comprendre qu'on est tous différents et que on a tous un rythme différent, une manière de faire, de penser, d'écrire différente, et que il y en a qui écrivent très très bien, très très vite, et d'autres qui sont des escargots. Voilà, je fais partie je fais partie des escargots, je le vis très très bien, mais voilà, et c'est pareil, il faut se rendre compte, il faut sortir en fait de ça pour se dire, mais en fait, qu'est-ce qui toi te convient? Bah oui, c'est ça. Et t'es pas un escargot pour toi, quoi. C'est juste ton rythme, en fait. Tu parlais justement de te comparer, tout ça, et je me demandais si, puisque c'est assez complexe, vu que tu parles aussi d'un burn-out qui t'arrive dessus avec, en même temps, de ce que je comprends, non seulement la prise de conscience que ce monde est peut-être
beaucoup trop impressionnant pour toi. Tu me dis si je me trompe dans les termes, j'exagère un petit peu peut-être. Et en même temps, la découverte, ou en tout cas la conscientisation aussi de l'autisme, puisque tu n'avais pas conscience de ça avant. Non. Et c'est dans ce processus-là que tu as découvert aussi que c'était ça et que tu as pu analyser aussi tes difficultés et après devenir en fait et prendre conscience de qui tu étais vraiment. Exactement. Et c'est un processus long, complexe. Ah bah oui, et puis oui, déjà il faut encaisser, après il faut comprendre comment on fonctionne puisqu'on s'est adapté, j'imagine, tout le reste de notre vie à cette société. Et puis, mais je me demandais aussi quelle place tu crois, peut-être qu'il en a pas, mais est-ce que il y a eu aussi cette infiltration du syndrome de l'imposteur dans le processus? Il y a toujours eu un énorme syndrome de l'imposteur dans mon processus, c'est-à-dire que je n'ai jamais imaginé une seule seconde que j'étais à ma place là où je l'étais. Mais ça, c'est aussi très typique de la neuroatypie, de se dire que comme on a toujours eu l'habitude depuis toujours d'être à l'écart, en marge de la société, on n'était pas à notre place. Où qu'on allait, on nous faisait très bien sentir qu'on n'était pas à notre place, qu'on n'avait rien à faire là, et surtout qu'on était des ovnis par rapport aux autres. Et du coup, j'ai transposé ça naturellement, ce que je n'aurais jamais dû faire, mais je n'ai jamais connu autre chose. Donc pour moi, c'était logique de transposer ça à l'écriture. Après, quand j'ai compris un peu quelle était la source de mon syndrome de l'imposteur et quoi il est là, qu'on arrive à essayer de pas de pallier, parce que c'est très difficile de pallier un syndrome de l'imposteur, mais de comprendre les mécanismes et de voir un petit peu comment on peut aller au-delà du mécanisme. Il y a des jours où on peut pas. Des jours où on y arrive beaucoup mieux que d'autres, c'est comme tout, et puis on s'y habitue. Alors, tu nous as bien décrit ce que tu avais ressenti, je trouve, Enfin, moi, j'ai trouvé vraiment qu'on sentait bien que d'un coup, c'était trop, et d'un coup, Et en même temps, c'est un peu insidieux, puisque, comme tu dis, le syndrome de l'imposteur, il est là depuis longtemps. Peut-être aussi cette peur qu'on juge ton texte, le travail éditorial qui est toujours un peu éprouvant, les attentes de l'édition qui sont toujours pas résolues. Enfin, je veux dire, on est toujours déçus, comme tu l'as dit très bien. Tu crois que dans le processus de ce burn-out et de tout ce qui t'est arrivé dessus, est-ce qu'à un moment, tu as pris conscience d'avoir traversé ou d'être en train de traverser quelque chose qui allait complètement remettre en question ton rapport à l'écriture, ton rapport à l'édition, et c'est-à-dire traverser toutes ces étapes de deuil, ou est-ce que tu en as pris vraiment conscience qu'à la fin, où tu t'es dit « Ah ben en fait, ça ressemble quand même vachement à du deuil et à toutes ces étapes que j'ai traversées ». En fait, le mot deuil ne m'est pas réellement venu à l'esprit avant que tu n'en parles toi-même, tu vois. Ok. Parce que j'étais encore dans ce processus. Et encore que je parlais du fait de faire le deuil d'un texte, etc. Mais je n'avais pas transposé vraiment toute la notion de deuil de cette image, de deuil de cette volonté, etc. En fait, ça m'est tellement tombé dessus d'un coup. J'étais tellement sous l'eau que le mot en lui-même ne m'est pas apparu comme tel. C'était un processus qui était là parce qu'il devait être là, et de toute manière, si je l'avais pas vécu à ce moment-là, je l'aurais vécu plus tard et ça aurait peut-être été encore plus douloureux. En l'ayant vécu, je pense, au début de ma carrière, je pense que ça m'a permis de redéfinir aussi ce que j'attendais en termes je me voyais quand j'ai commencé et vivre de ma plume et presque immédiatement, comme si c'était possible, alors que en ayant bossé dans l'édition avant, j'avais parfaitement conscience que c'était pratiquement impossible, mais on ne sait jamais. Je pouvais être cette nana des success stories. Non. Non. Pas du tout. Mais je pense que c'est juste que j'étais de l'autre côté de la barrière en tant qu'éditrice, et j'avais pas encore ce côté ultra professionnel du côté écrivaine. Je suis vraiment passée de l'autre côté parce que j'ai arrêté l'édition, parce que et le pire c'est que j'ai été dégoûtée du métier d'éditrice. J'étais là, j'étais dans cette maison d'édition une grosse maison d'édition française, et j'ai été dégoûtée. J'aurais dû me mettre la puce à l'oreille à ce moment-là. J'aurais dû me dire, Dorian, c'est bizarre. Non, je l'ai pas fait. Et c'est vraiment une fois que je suis passée de l'autre côté de la barrière où je me suis dit, ouais, non, là, il y a un vrai problème. C'est-à-dire que dans une grosse maison d'édition, que tu sois broyé,
c'est presque logique parce qu'ils doivent faire leurs chiffres. T'as conscience de toutes les petites choses, ils doivent faire leurs chiffres, ils doivent machin, ils doivent truc. C'est un business, c'est une entreprise, il faut que ça tourne, etc. Le monde de l'édition, c'est compliqué, etc., etc. Okay. Ça, t'en as parfaitement conscience. Mais c'est une fois que tu te l'appliques à toi-même et que tu te dis que même dans une plus petite structure, en fait, t'es broyé de la même manière. Là, ça... Ah D'accord. Oui, puis j'imagine qu'il y a aussi la dimension où là, pour le coup, en tant qu'éditrice, peut-être, tu as c'est pas ton texte, c'est les textes des autres. Et du coup, bah là, finalement, peut-être, tu as quitté ce côté un peu toxique de l'édition et tout pour revenir un peu à toi, pour revenir à l'écriture et tout ça. Et finalement, après, tu reviens un peu dans l'exposition. Et puis, en fait, c'est ton cœur que tu mets sur la table, quoi. C'est ta propre personne que tu impliques et tu travailles plus sur le texte des autres, tu travailles sur le tien. C'est le tien qui est jugé, c'est le tien qui est accepté ou non. Et puis, c'est ta promo à toi que tu dois faire et pas celle des autres. Donc, du coup, t'es broyé d'une façon différente, mais avec la même intensité, j'imagine. C'est ça. Je sais pas, c'est peut-être même, c'est moi qui le ressens peut-être comme ça, mais j'ai l'impression que c'est plus intense encore quand c'est toi que tu mets en avant, parce que t'as pas, tu te détaches professionnellement quand tu dois faire avec les autres. Il y a pratiquement pas de moyen de se détacher quand c'est son texte et quand c'est soi qu'on met en avant. Ouais, t'as forcément cette implication, t'as envie que ça fonctionne, t'as envie de partager, t'as envie... Ouais. Et en plus, quand tu n'y arrives pas, quand tu y arrives avec plus ou moins de facilité, bah forcément, tu te remets encore plus en question, et puis c'est un cercle vicieux, tu te remets en question, ça te fait mal, tu te remets en question, etc. Et c'est compliqué de gérer. Voilà. Je me rappelle plus quelle était la question initiale, hein, je te le dis. Oh non, tu as tout à fait répondu à la question. Tu as tout à fait répondu à la question. Parlons du sujet qui a tout bousculé. Bon, là, on parle déjà de beaucoup de bousculements, mais je suis revenue vers toi parce que ce thème me parlait bien et ensuite, il s'est passé quelque chose. Donc, je voulais au début aborder vraiment la profondeur, comme tu l'as fait là, de la thématique, le fait de faire vivre aussi ce que tu as vécu à nos auditrices qui nous écoutent, pour vraiment retirer le caractère lourd, et le caractère aussi de pouvoir sortir de ces difficultés, d'arriver à l'acceptation. Mais justement, il s'est passé quelque chose dans une autre newsletter que j'ai lue et je me suis dit, tiens, peut-être que en fait, on peut pas parler de cette thématique. Finalement, on a trouvé quand même une manière de le faire. Mais est-ce que tu pourrais nous dire du coup ce qui s'est passé et ce qui a remis un peu en question la thématique de base du deuil de l'écrivaine? Ce qui s'est passé, si c'est bien ce à quoi on pense toutes les deux, c'est que en effet, ma série qui à la base est éditée en impression à la demande va être éditée en librairie là le 25 juin. Et donc, fatalement, ça change un peu la donne dans le sens où est-ce que je peux vraiment me dire que je vis un deuil de l'écrivaine en étant de nouveau propulsée sur le devant de la scène de l'édition par une publication en librairie. Et oui, parce que malgré tout, c'est pas parce qu'aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir aller en librairie avec cette réédition de ma série que toutes les étapes n'ont pas été faites et que je vais penser cette sortie librairie de la même manière que je l'aurais fait quelques années plus tôt, et surtout au regard de tout ce qui s'est passé, je vais avoir beaucoup plus de recul et de facilité à laisser couler. Donc c'est bon, hop, j'ai donné les bébés, maintenant vous en faites ce que vous voulez, moi ça me regarde plus. Moi j'ai fait mon boulot. J'ai fait mon travail, j'ai fait une grosse relecture dessus, je me suis fait taper sur les doigts parce que j'ai fait trop de relecture d'ailleurs. mais je l'ai fait et je pense que maintenant que j'ai fait mon travail et que j'ai corrigé ce que j'avais à corriger et j'ai pu réparer un peu les bêtises, pas forcément les bêtises, mais disons les maladresses ou les petites choses qui étaient passées lors de la première session éditoriale, maintenant c'est bon. Allez hop. C'est pas comme si je l'avais pas déjà vécu, même si là je vais peut-être potentiellement toucher un public plus large. À la base, c'est quand même une série de niche. On est sur de l'urban fantasy, mais c'est vraiment de l'urban fantasy très très marqué dark fantasy aussi. Donc c'est quand même très spécifique de base. Je savais que
j'irais vers un public de niche de base, donc ça m'a pas posé de problème. Et là, on va voir comment ça se passe et comment gérer le reste après. Voilà. Et je voulais savoir, tu en parles très bien de cette fin de processus de deuil, entre guillemets, d'acceptation, puis il y a cette nouvelle qui arrive. Et donc, qu'est-ce que finalement, cette cyclicité qui s'est un peu intégrée là, parce que tu t'es dit, bon, moi j'arrive à la fin du truc, c'est comme ça, puis voilà, je vais faire autre chose et je vais, voilà. Et finalement, pas, il y a un nouveau cycle qui commence, et puis tu te dis, j'ai déjà traversé une période difficile, une période de deuil, une période de plein de remises en question. Et est-ce que tu penses que cette cyclicité, du coup, elle te rend service? Bon, tu as déjà un peu répondu à la question. Et que ça te donne aussi un nouveau souffle, du coup. Moi, j'entends pas d'angoisse, en tout cas, quand tu parles de cette ce nouveau départ. Alors, je suis très très douée pour on recommence. Je suis très douée pour cacher mon angoisse. Des années de pratique. Alors si, j'aborde la chose sereinement. C'est-à-dire que déjà, j'ai plus toute cette angoisse de la mauvaise critique ou de la critique en général d'ailleurs, que j'avais énormément sur mes premières sorties. La première sortie, pendant 6 mois, j'étais incapable d'aller voir la moindre chronique, la moindre critique, ça me paralysait. Pour la deuxième, j'ai fait l'inverse, c'est-à-dire que tous les jours, voire 2 à 3 fois par jour, j'allais voir voilà, d'un extrême à l'autre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de demi-mesure. Et c'est uniquement après, au 3e bouquin, où je me suis dit, ils aiment pas, d'accord, tant mieux. Il y a des choses qui sont intéressantes à lire et que tu peux prendre en compte. Mais comme tout, quand tu donnes à lire une œuvre de l'esprit, tu touches la subjectivité de tout à chacun. Et la subjectivité étant propre à tout un chacun, chacun va avoir une opinion qui va être complètement différente. C'est-à-dire que je peux me retrouver avec oh, mais il y a trop de lore. Oh, mais il n'y a pas assez de lore. Oh, mais il y a trop de descriptions. Oh, il n'y a pas assez de descriptions. Oh, mais il y a trop de machin. Oh, mais il y a pas... Et comme ça, partout. Ouais, donc tu te fais une raison et de toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde, quoi. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on va tellement trouver la chose à son contraire chez tout le monde qu'au final, tu te rends compte que c'est comme ça. On ne peut rien y faire. Et aujourd'hui, même si tu vas donner ton texte à plus de personnes, les retours seront toujours les mêmes. Et voilà. Et donc oui, il y a de l'angoisse. Il y a de l'angoisse parce que il y a plus de personnes qui peuvent être touchées, mais plus sereinement parce que j'ai déjà vécu la chose et que même si disons que c'est une nouvelle vie, le processus, lui, il a déjà été fait. Et je pense que je vais pouvoir réussir à avoir le recul nécessaire pour aller de l'avant et puis continuer à écrire, ne pas me retrouver encore une fois complètement séchée. Là, ça sera, je pense, je l'espère, beaucoup plus simple. Parce que là, pour l'instant, du coup, tu as eu cette nouvelle, tu as retravaillé ton roman, là, tu as eu la date de sortie et tu as pu continuer à écrire, ou est-ce que tu attends un peu la sortie pour te remettre sur d'autres projets, ou comment tu fonctionnes cette fois? Eh bien, j'ai recommencé à écrire, c'est-à-dire que c'est une série en 6 tomes. J'en ai publié 4 et il m'en reste encore 2. Ça fait 1 an et demi que le 5e aurait dû être sorti et publié. Ça fait 1 an et demi, donc qu'il est toujours en cours d'écriture. Depuis que j'ai retrouvé un emploi, là en temps complet vraiment, j'ai recommencé vraiment à écrire de manière bien plus assidue et en fait de manière bien plus simple parce qu'en fait les mots viennent mais naturellement. C'est incompréhensible. Tout le monde dira oui, mais t'as pas le temps, t'as machin, t'as truc, tu vis à Baden-Baden, il faut que tu ailles à Paris tous les jours, tu te lèves à 7 heures, tu rentres, il est 20 heures. Ah ouais, mais j'arrive à écrire. Visiblement, ça fonctionne. Voilà, ça fonctionne. Pour moi, ça fonctionne parce que j'ai une stabilité financière, une stabilité émotionnelle, une stabilité même physique. Et que mon esprit est plus facilement... voilà. Donc, pour l'instant, j'ai ça à terminer. C'est mon tome 5. Après, j'ai plein d'autres projets en cours. Enfin, pas en cours, mais dont je commence à écrire le lore, dont je commence à avoir les premières idées, qui sont sur mon Notion,
à attendre bien sagement que je puisse avoir le temps de me plonger dessus. J'ai aussi un 4 mains en cours avec une de ma meilleure amie même, sur lequel on travaille beaucoup toutes les deux. D'ailleurs, elle est en retard. Elle aurait dû rendre son chapitre depuis 5 mois. Moi, je dis ça, je dis rien. Mais voilà, donc je continue à écrire. J'avais pas prévu de toute manière d'arrêter d'écrire parce que si on prend des termes très neuroatypiques, ça fait partie de mes intérêts spécifiques. Raison pour laquelle avoir ce blocage d'ailleurs au niveau de l'écriture a été aussi compliqué pour moi et aussi difficile à vivre parce que c'était ma soupape de sécurité et je l'avais plus. Pendant 2 ans sans Bah, t'avais pas de refuge en fait. C'est Du ça. coup, t'as perdu ton refuge. J'avais complètement perdu. Et c'est là où tu sais que tu fais un burn-out autistique, c'est qu'à partir du moment où ton intérêt spécifique le plus fort devient ta hantise et devient presque ton pire ennemi, tu sais que c'est un petit peu complexe, voilà. Donc voilà, j'ai donc ce Apollyon et Aeternas à finir d'écrire. Et une fois que c'est fait, je me replonge dans tous mes autres projets pour essayer de trouver un petit peu un second souffle après Céleste, que cette série ne soit pas mon unique trace, mon unique œuvre dans ce grand monde, et que je puisse continuer. Et de toute façon, je me vois pas arrêter, c'est pas possible. Ouais. Non, bah c'est sûr. En plus, c'est vrai que c'est particulier aussi de se lancer sur une saga parce que c'est tout de suite beaucoup plus de travail, c'est tout de suite plus sur la longueur et puis du coup, tu peux avoir cette impression parfois de faire que ça. Donc c'est important, j'imagine, d'avoir ces projets à côté, de nourrir du lore, même si t'écris pas en soi l'histoire, histoire que t'aies cette respiration et puis que tu focuses moins aussi sur cette saga-là, même si elle t'est chère quand même, sinon tu la publierais pas, mais... Ouais, non, c'est même essentiel d'avoir une soupape, c'est essentiel, parce que c'est vrai qu'au bout de, je vais être au bout de 15 ans pratiquement d'écriture sur la saga, il faut voir autre chose, quoi. C'est important de voir autre chose, ne serait-ce que pour se nourrir, que pour retrouver de l'inspiration, que pour toutes ces choses, c'est vraiment essentiel. Sinon, tu retrouves facilement les mêmes schémas, et puis tu tournes en rond, et on n'a pas envie qu'une saga tourne en rond. Ça n'a aucun intérêt. Donc, ne serait-ce que pour pouvoir avoir l'inspiration nécessaire, des fois faire des pauses et travailler sur autre chose, même si c'est juste construire du lore. Oui, et revenir après, ça te fait un bien fou et tu peux commencer à travailler plus sereinement après une petite pause. Là, 1 an et demi de pause quand même. Mais c'est ce dont tu avais besoin. Et... Voilà. Voilà. Ce moment-là, j'avais vraiment besoin de dire voilà, allez, ça. On dégage un petit moment. Dégage. J'en peux plus, je peux plus me les voir. Tu m'étonnes. Je m'écarte un peu de ta série pour parler plus de tes neuroatypies, justement, parce que tu m'as beaucoup parlé d'autisme. Il me semble qu'il y en a d'autres. Voilà, et je voulais aussi savoir, t'en as parlé un petit peu, mais savoir plutôt en quoi elles t'ont aidé ou peut-être desservi, justement, pendant cette période très compliquée. Donc, tu as parlé justement de ces intérêts spécifiques, du fait que t'en as été privé et que du coup, c'est là que t'as fait ton burn-out autistique. Ouais, tout à fait. Est-ce qu'il y a quand même des choses positives qui sont liées à ces neuroatypies ou c'était quand même costaud et c'est maintenant peut-être que ça commence à aller mieux? C'est maintenant que ça commence à aller mieux. Sur le coup, c'était hardcore. Alors, faut savoir que je suis encore en processus, donc les mots que j'emploie ne sont peut-être pas les plus justes, même si les mots ont été posés et que, bon voilà, j'ai assez peu de doutes sur l'issue des délibérations, dirais-je. On parle de TSA ou de TDAH ou même de troubles anxieux ou ce genre de choses. Fatalement, en fait, ça te met une espèce de claque sur le coup dans le visage et tu te dis ah ouais, ok. T'as un mot, mais le mot il est pas, sur le coup le mot il a pas de sens. C'est au fur et à mesure où on te dit non mais tu vois ça là, ce que tu fais là, en fait c'est à cause de ça et donc c'est dû à ça et donc et là tu ah ouais. Je comprends mieux. Ah ouais. Et c'est un processus, c'est vraiment un processus sur le long terme parce qu'il faut reconstruire. Parce que tu fais un burn-out, c'est parce que à un moment donné, il y a eu tellement de choses que tu ne parviens plus à masquer.
Et le masking étant ce qui te permet, enfin, en tout cas, je parle de moi, mais ce qui me permettait de faire face, que le jour où j'ai arrêté enfin, il y avait tellement tout que j'ai arrêté de masquer et que je me suis pris tout le reste en pleine poire, en fait. Ouais. Ça peut arriver jusqu'aux pires crises, mais enfin, plusieurs crises par jour, tu comprends pas, t'es complètement paumé. Même ton compagnon, il est là, il te regarde, il fait mais je sais pas quoi faire, quoi. Je peux pas t'aider. T'envisages presque de te faire interner pour essayer de comprendre ce qui t'arrive. Enfin, c'est des choses qui sont très très difficiles à vivre. Sur le coup, ces neuroatypies qui, je pense, ont été un grand secours toute ma vie pour me permettre d'accepter, parce que il y a des choses qui sont très positives dans les neuroatypies. En fait, l'écart qu'on ressent, au final, permet d'avoir ce décalage nécessaire pour les pratiques artistiques, par exemple, ou du recul sur certaines situations, et puis tu vois les choses avec plus de globalité. Tu as une autre perspective, en fait, sur les choses. Complètement. Et tout ça a été, je l'ai toute ma vie, ça a été d'un très très grand secours. Et il a fallu que je reprenne du temps pour moi, pour comprendre. Et en fait, au final, quand les choses tu commences à comprendre pourquoi. Ah tiens, là je réagis comme ça, ok, donc il faut que je fasse ça pour aller un peu mieux. Et puis, ah ouais, mais si en fait, si je fais ça, et tu reconstruis comme ça, vraiment, tu retricotes un peu ton esprit, en fait, vraiment. Tu comprends comment il fonctionne, tu comprends ce qu'il faut pas faire. Que là, je dis, oh, non, je le sens pas. Non, t'es sûr? Ouais, non. Non, je le sens pas. Et puis, t'apprends à t'écouter. C'est pas le ouais, non, tu t'écoutes trop. Non, tu apprends à t'écouter. Et c'est nécessaire, surtout. C'est ça, même. T'apprends à écouter les signaux que t'envoie ton cerveau et te dire, là, faut calmer parce que là, je vais pas pouvoir gérer. Et petit à petit, ça redevient une aide parce que ça te permet d'avoir du discernement, du détachement. T'as pas forcément besoin du groupe quand tu vis dans une société. La société prend le pas sur l'individu et je pense que la neuroatypie est aussi une manière de mettre en exergue la personne, l'individualité, au détriment ou pas en fait de la société. Et c'est pour ça qu'on est aussi mis à l'écart. C'est parce qu'on n'a pas besoin de ce dont les autres ont besoin. Et on le fait bien comprendre. Ce qui fait qu'on a l'impression d'être rejeté par les autres parce que eux, ils se disent, oh, c'est bon, c'est le gars un peu bizarre de la classe, on n'en veut pas, ou c'est la personne qui ne correspond pas à ce qu'on s'attend, et on n'en veut pas parce que, ouais, elle correspond pas à nos carcans, à nos machins. On peut pas la mettre dans une boîte, sauf dans la boîte de la bizarre. Ouais, mais moi je suis bien dans ma boîte de ma bizarre et maintenant tu sais ce qui te fait du bien en tant que personne bizarre. Voilà, exactement. Et je te dis, là non, en fait, là ça me va pas, là ça me convient pas, là je veux bien faire un gros effort, mais je te dis, je fais un effort parce que c'est pas quelque chose qui va mais si moi je fais un effort là, faut aussi que toi tu fasses un effort à côté parce que la vie c'est un équilibre et j'ai un trouble neuroatypique. Donc, j'essaie de m'adapter à vous, mais c'est aussi à vous de faire un pas vers moi et de vous adapter un petit peu. Et c'est comme ça. Moi, je fais un effort, tu fais un effort et tout va bien. Et tout le monde est content parce qu'on trouve un terrain d'entente. C'est maintenant où je prends vraiment conscience de ça et là où je pense que ma neuroatypie est un véritable levier, une force, quoi. Une force, une véritable force pour beaucoup de choses. Et justement, il y a une question que j'aime bien poser par rapport aux particularités de mes invités, c'est comment l'écriture dans ses difficultés, dans tout ce marasme sociétal et le monde de l'édition, arrive à t'aider dans ce processus. Mais de ce que je comprends du tien, tu as dû couper en fait, sans faire exprès j'imagine, parce que tu m'as dit que c'était une soupape, donc c'était pas ton choix d'arrêter d'écrire, tu y arrivais pas. Donc est-ce que tu as pu utiliser comme ressource pour traverser cette période de 2 ans de deuil, de remise en question, etc., si c'était pas l'écriture? Eh ben, dans un premier temps, j'ai écouté les personnes concernées. Mes ressources ont été les personnes concernées et comment eux ils vivaient les choses, comment ils décrivaient les processus. Et c'est comme ça en fait, tout bêtement, que j'ai compris parce que j'étais incapable de mettre le mot TSA. Pour moi, n'avait même pas d'existence en fait. À aucun moment, je me suis dit un jour, en fait, Dorian, t'es autiste quoi. C'est même pas envisageable. Et pourtant, comme on le sait, les troubles neuroatypiques sont génétiques.
J'avais mon père à la maison. À un moment donné, ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Sauf que mon père étant de cette génération, mon père a quasiment 80 ans, donc fatalement, il est d'une génération et d'un milieu social qui fait que on ne parle pas. On ne parle pas. Grand problème de ces générations d'ailleurs. Exactement. Le pire dans tout ça, c'est que mon grand-père était médecin. Voilà. Donc on ne parle pas, on n'exprime pas ses sentiments, on ne montre pas ses émotions et on ne montre surtout pas ses difficultés. Mmh. Là où j'ai eu de la chance, c'est que mon père, toute sa vie, quand il voyait que j'avais des difficultés qui se rapprochaient un peu des siennes, essayait de m'expliquer un peu comment lui il faisait. Alors c'était maladroit, c'était tout ce qu'on veut, mais il voulait m'aider. Quand il voyait que j'avais des difficultés et que j'arrivais pas à les exprimer, il essayait de m'aider. Là où malheureusement lui personne n'a été là pour l'aider. C'est pas aujourd'hui à 80 ans qu'on va lui dire bon bah voilà, il y a ça, il sait qu'il est différent, il sait que beaucoup de choses, il a du mal à mettre les mots dessus. Bon bah c'est comme ça et on va pas changer aujourd'hui. J'ai écouté les personnes concernées et puis j'ai fait mon bonhomme de chemin. J'ai lu beaucoup et au fur et à mesure j'ai commencé à faire une espèce de journaling. Donc j'arrivais plus à écrire des histoires, mais j'arrivais à écrire à nouveau. Okay. Et ça a été vraiment le step qui m'a permis de revenir à l'écriture. C'est la newsletter, même d'une certaine manière les posts sur Instagram, tout ça en fait, parce que en écrivant, je réfléchissais à comment je ressentais les choses, à comment je voyais les choses, et ça m'a permis de mettre des mots là où j'en avais pas avant. Parce que la difficulté de donner un nom et d'exprimer ses émotions fait partie intégrante du TSA, même si on est extrêmement hyper empathe ou hyper sensoriel comme je peux l'être. C'est beau pouvoir regarder une personne et oui, en effet, je peux regarder une personne et être capable de dire ce qu'elle ressent ou les émotions qu'elle ressent parce que je le ressens intrinsèquement, alors que beaucoup diront les autistes ont du mal à comprendre les signaux envoyés par les gens, les signaux émotionnels. Moi, j'ai pas de souci à décrypter les signaux émotionnels. Justement, quand le signal émotionnel, par exemple, prenons, je sais pas moi, un clown ou un truc comme ça, quand le visage est caché et qu'il ne correspond pas au signal que je ressens, moi, intrinsèquement, ça va me provoquer une angoisse incroyable. J'ai genre des clowns, je t'en parle pas. Mais c'est l'angoisse pour beaucoup de personnes, les clowns. Voilà. Mais du coup, ça va être plutôt l'inverse. Je vais plutôt avoir des difficultés quand ce que je vois de la personne ne correspond pas à ce que je ressens. Mais ça ne veut pas dire que moi, je suis capable de dire ce que je ressens personnellement. Je vais pouvoir te dire, physiquement, si tu veux, je ressens ça, je vais avoir des brûlures d'estomac et je sais que les brûlures d'estomac, c'est plutôt associé à de la colère ou à de l'angoisse. Je vais avoir du mal à respirer, la difficulté de respiration, c'est plutôt lié à cette émotion. Je vais l'analyser plutôt. Voilà, exactement, un peu comme une sorte de synesthésie. Et donc, c'est en écrivant ce que je ressentais, en écrivant comment je le ressentais, comment je le vivais, que petit à petit, j'ai pu revenir à l'écriture. Et après, je me suis dit, maintenant que je sais ça, je vais m'en servir et je vais créer des personnages qui vont avoir des neuroatypies plus ou moins affichées. Ce que je n'avais pas compris, c'était que mon personnage principal de Céleste était totalement neuroatypique. Je n'ai compris qu'après, après avoir analysé le truc, je me suis dit, mais en fait, j'écris sur moi depuis le début, donc à ton avis, fatalement, voilà. Mais voilà, ça a été un long processus, vraiment où je pense que c'est au moment où j'ai recommencé à écrire des posts plus axés santé mentale et neuroatypie sur Instagram, que j'ai recommencé à petit me remettre dans le bain. Trop bien, c'est hyper intéressant. Moi, je suis tellement admirative de tout ce parcours, de cette reconstruction qui a dû être tellement éprouvante et en même temps tellement riche. Enfin, moi, j'ai senti, là, tu étais vers la fin quand je me suis abonnée à ta newsletter. J'arrive vers la fin du processus du deuil de l'écrivaine, entre guillemets, parmi d'autres choses, parce que tu parles de plein d'autres choses, pas que de ça, mais c'est hyper intéressant. Je pensais vraiment que tu avais coupé complètement avec l'écriture et c'est intéressant d'arriver
avec une autre, toi qui as toujours visiblement écrit de la fiction, d'arriver par un autre biais de l'écriture, une autre forme d'écriture pour revenir vers ton écriture de base, quoi, on va dire. C'est ça. Et de créer les liens aussi, de voir qu'en fait, finalement, la fiction, c'est pas dans la fiction, enfin, tu vois, c'est peut-être de l'urban fantasy, mais toi, t'es bien dans ton personnage, quoi, tu vois. Voilà, c'est ça. Je sais pas quelle est ton ambition pour la suite de la série, si tu as déjà tout écrit le plan ou si tu te laisses aussi une marge d'improvisation, mais j'imagine que ça peut te permettre aussi de nourrir soit ton personnage principal, soit des personnages secondaires qui vont évoluer là-dedans, et comme tu as dit, de créer d'autres personnages peut-être neuroatypiques pour parler de ces difficultés et puis toucher un public, certes, qu'on peut penser de niche, mais je pense, vu l'évolution des choses et comment ça commence à se démocratiser aussi grâce à des personnes comme toi qui prennent la parole sur ces sujets, bah, les gens se reconnaissent de plus en plus. Et je trouve aussi très intéressant cette idée que ton père était comme ça, que personne l'a aidé et qu'il sait toujours pas aujourd'hui comment vraiment décrire ce qu'il ressent, et que malgré tout, il avait cette volonté de t'aider. Et donc, on est, nous, cette génération où, et je discutais aussi avec d'autres copines qui se découvrent, par exemple, des TDAH, des choses comme ça, sur le tard, entre guillemets, une fois qu'on est bien adulte, qu'on a construit sa vie, etc. Donc, on est cette génération un peu où on s'est adapté une partie de notre vie et on a des outils maintenant qui permettent de faire en sorte qu'on s'écoute l'autre moitié de notre vie, entre guillemets, tu vois. Tandis que nos parents ou les générations d'avant n'avaient pas du tout ces outils. Donc, en fait, ils ont passé leur vie entière à s'adapter comme ils pouvaient ou à pas s'adapter. Et puis, ben, les gens qui viennent après nous, ils sont pris en charge de plus en plus tôt, et aussi, non seulement, bien sûr, grâce à l'évolution de la médecine et tout, mais on sait que c'est pas encore ça. Et c'est grâce aussi aux personnes, et toi tu le dis très bien, la première ressource quand t'étais pas bien, c'est les témoignages des autres. Donc finalement, l'écriture, la transmission, la pédagogie aussi des personnes qui sont concernées par ces problématiques, bah, ça fait tout en vrai. Ouais. Et puis on crée un peu une autre société à côté de la société majoritaire, on va dire, en se disant, bah ouais, je suis peut-être dans cette case, mais dans cette case, en fait, il y a plein de monde, la case elle est pas carrée forcément. et puis bah je trouve aussi des ressources là-dedans, quoi. Finalement, tu te crées un peu ton propre univers, un peu comme quand t'écris. Un peu, ouais, c'est un peu l'idée, ouais. Et c'est vrai, notre monde est très très loin d'être carré, et au final, on se rend compte que loin de tous les clichés qui sont véhiculés sur les gens qui ont des troubles neuroatypiques ou même des maladies mentales, il existe autant de troubles qu'il existe de personnes. Chaque personne a ça. C'est pour ça qu'on parle de spectre, hein. Chaque personne a un degré différent de plus ou moins de sociabilité, plus ou moins de machin, plus ou moins de trucs, et on n'est pas tous des petits garçons fans de chiffres et de trains capables de donner le nom de toutes les voitures qui passent. Ça, c'est une forme. C'est peut-être la plus visible parce que c'est très 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 spécifique, mais notre voisin peut tout à fait être autiste sans se taper la tête contre les murs. Enfin, et il est temps en fait que les gens se rendent compte que les clichés qui sont véhiculés, qui ne sont pas des clichés, parce qu'il y a véritablement des personnes qui souffrent de cette manière, mais il y a aussi tout un tas d'autres personnes qui souffrent de manière différente. Et je parle de souffrance parce qu'au final, c'en est une. Personne n'a envie de subir ce qu'on subit au quotidien. Nous, on s'adapte, ça fait partie de notre quotidien. On s'imagine pas voir les choses autrement, parce que les choses ne seront jamais autrement pour nous. Et pour tout un tas d'autres personnes, les choses fatalement sont différentes. Et eux estiment que nos difficultés n'existent pas, ou les invisibilisent pour ouais, mais c'est une mode, c'est une machin. Non, en fait, non, c'est pas. On en parle aujourd'hui, et heureusement, parce que c'est grâce à ça que moi j'ai compris ce que j'avais. C'est pas une mode, j'ai pas envie en fait. Non, c'est clair. C'est pas comme la dernière Fashion Week ou je sais pas quoi là, non. C'est ça, non. C'est pas vraiment le truc qu'on a envie d'enfiler et puis de porter toute sa vie, quoi. C'est comme ça. Et si j'avais le choix, quoi qu'aujourd'hui je suis pas sûre, parce que ça vient aussi avec une ouverture d'esprit, une bienveillance, un respect que beaucoup on semble avoir oublié.
Mhm. Et je pense que c'est parce qu'on souffre autant au quotidien qu'on est capable d'avoir autant d'empathie et de bienveillance pour la souffrance des autres. Ouais, et puis comme tu l'as dit avant, finalement, en ayant ces particularités, on sort du système global, quoi. Donc en fait, on a déjà de base une perspective, D'outsider. ouais. Et du coup, bah, tu analyses forcément d'une autre façon les choses et tu as plus aussi d'ouverture, t'auras plus aussi tendance, j'imagine, à défendre d'autres personnes. Je parle de neuroatypie, mais comme tu disais aussi, les maladies mentales ou bien même des personnes de minorité, tout simplement, en fait. Hein. Donc, Complètement. et moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je trouve que c'est aussi beau d'être dans cette position, même si c'est douloureux souvent. Mais je trouve qu'il y a un côté beau et un côté humain, en fait. Ouais. Là où, en fait, la société nous dit, justement, avec cette mise en exergue des petits garçons qui se tapent la tête contre les murs, que non, oulala, attention, ça fait peur, on essaye d'écarter, ben, en fait, finalement, c'est peut-être les personnes qui peuvent, ou dans ce spectre, en tout cas, qui peuvent faire preuve de plus d'analyse, de plus d'empathie, de plus... Et puis tu l'as bien expliqué aussi avec ton spectre à toi, comment tu le vis, ce qui t'a été diagnostiqué, dans le sens que, ben, ouais, on a cette image de la personne autiste qui ressent pas les émotions, ou qui va pas comprendre les émotions des autres, mais finalement, tu le dis, toi, si t'es hyper empathe, ben, en fait, c'est plutôt le côté genre, attends, moi, j'ai senti que tu ressens ça et en fait, c'est pas ce que tu me dis ou c'est pas ce que tu montres. Donc, c'est ça qui va te provoquer des difficultés. C'est ça. Donc, c'est hyper intéressant de montrer la largeur du spectre et de montrer que c'est pas une case, que c'est pas une façon de vivre les choses. Et puis, ouais, que ce soit par... moi, je trouve qu'on le sent beaucoup dans ce que tu partages en tant que journal dans ta newsletter. J'ai pas encore lu tes romans, mais je noterai que ton livre est en librairie. Et ouais, dans la fiction, c'est pareil, tu vois, si tu crées des personnages qui sont comme toi ou qui portent des traits de toi, et ben forcément, ça peut aider d'autres personnes à ouvrir leur vision des choses. Je trouve que c'est ça qui est magique avec la fiction aussi. Oui, totalement. Comment permettre à certaines... Parce qu'on peut pas tout représenter, c'est pas possible. Non, c'est impossible. Ouais. Trop dur, ce serait... Et puis, ça aurait plus aucune cohérence, plus aucun sens d'avoir un personnage qui regroupe tous les traits typiques. Soit on ira, mais c'est un cliché, soit c'est pas viable, c'est pas machin. Et en fait, l'idée de représenter un trait par-ci par-là, une difficulté, ça permet vraiment de la mettre en avant. Ça, c'est aussi intéressant ce que tu dis, de mettre une partie ou un trouble en avant et de le mettre en avant et d'en parler, de le définir et de l'amener dans le concret, en fait, dans la vie de tes personnages. C'est ça, tout en expliquant bien que ce trait-là, il peut être propre à tout un type de personne, mais tout un autre type de personne peut absolument ne pas l'avoir. Et c'est tout à fait OK, en fait. On est tous différents, et c'est ça qui, pour moi, est essentiel et qui va je pense, faire partie du fil rouge un petit peu de mon travail sur les prochaines années, de montrer la pluralité des spectres et des trous, en fait. Tout en acceptant qu'on puisse avoir ça et vivre notre vie comme tout le monde, enfin, avec plus ou moins de difficultés, mais comme tout le monde, et voilà, et ça fonctionne, et puis c'est comme ça, et puis voilà. Et on peut être un super-héros. C'est clair. Même, on peut aller taper du démon, même en étant autiste, tout va bien. Voilà. C'est clair. Évidemment, bien sûr qu'on peut. On a un petit peu dépassé le temps. J'espère que ça va pour toi. Ça me va. Ça te va ? Ok. Il n'y a pas de problème. Est-ce que tu avais d'autres choses à dire, à exposer avant que je passe à la conclusion de cet entretien ? Je pense qu'on a exploré énormément de choses déjà. Et je suis pas très douée pour faire ah oui, en fait je voulais parler de ça. C'est pas, donc je pense que tu vas pouvoir aller sur ta conclusion tranquillement. C'est très bien. Ben, on va conclure déjà sur tes actualités.
parce qu'on a glissé l'info dans l'interview, mais on va parler de la sortie de ton roman le 25 juin. Donc, quand cet épisode sortira, il sera déjà disponible en librairie. Donc, allez acheter ce livre. Voilà. Et puis parler surtout de tes actualités au plus large et de nous dire un peu si tu as des événements prévus, des parutions autres, des projets en cours et surtout où est-ce qu'on peut te trouver si on veut, par exemple, échanger avec toi sur tes livres ou d'autres thématiques. Alors, du coup, 25 juin, la sortie du tome 1. En exclusivité, je vous annonce que techniquement parlant, le tome 2 sortira le 8 octobre. Ah ah! Voilà. Là, j'ai déjà la couverture qui est absolument incroyable. Voilà. Ensuite, pour le reste, normalement, je dirais d'ici la fin de l'année aussi, il y aura le tome 5 de la série, donc Apollyon, qui sortira en impression à la demande, puis plus tard, dans un an et demi, sortira aussi en librairie. C'est chez Bookmark, donc la collection Infinity pour les impressions à la demande, Moonlight donc pour la version en librairie. Ok. Tout ce qui est actualité aussi, j'aurai plusieurs romans en cours. Donc en ce moment, j'ai donc mon 4 mains avec ma meilleure amie qui parle toujours en urban fantasy de sorciers. C'est un petit peu l'Arc Academia dans une espèce de Paris des mystères. On parle beaucoup d'alchimie, de créatures, de politique, enfin tous les thèmes qu'on aime. Voilà. J'ai aussi plusieurs autres projets en cours, une fantasy un petit peu underground, je dirais, qui parlera beaucoup d'alchimie, et plusieurs projets gothiques, manoir hanté. D'ailleurs, le manoir hanté va être très très axé psychologie et troubles, dépression, ce genre de choses, justement, pour ça que j'en parle. Okay. Et qui va être, je l'espère, édité un jour. Pour l'instant, il n'est pas encore écrit, mais je suis bien dans la préparation de ce roman-là. Et ça, c'est les 2 derniers dont tu as parlé, du coup, avec ta meilleure amie et celui-ci, c'est prévu pour être des séries aussi ou c'est des one-shots? Alors, le dernier, donc le projet gothique, c'est un one-shot. Il n'y aura qu'un seul tome, mais ce sera une série avec plusieurs one-shots. Pas forcément one-shots. Pas forcément des tomes compagnons, mais vraiment le thème du gothique et tout ce qui va avec la mouvance un peu gothique, voilà, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et en effet, pour le 4 mains, c'est une série, c'est une trilogie. Ok. C'est une trilogie et une trilogie pensée un peu à la manière pour ceux qui ont la rêve de la trilogie du samedi soir. Donc, oui. Donc on aura, si on arrive à faire ce qu'on veut, donc une trilogie principale avec des gros bouquins quand même, parce que du coup il y a un 4 mains. Ah bah oui, il y a plus de textes. Il y a beaucoup plus de textes. On a 2 personnages principaux et donc chaque chapitre est en fonction d'un des personnages. Et des épisodes peut-être un peu plus courts sous forme de chasse, un peu comme à la manière de Buffy ou de Supernatural, de chasse aux monstres, aux démons, machin, voilà. Et c'est ce qu'on avait prévu de faire à la base. On verra si c'est possible ou pas. Donc on verra à ce moment-là. Tout est possible en écriture, tout est possible. Possible. Après, il faut juste savoir comment on met tout ça en place, mais voilà. C'est l'idée un petit peu de la chose. Pour le moment, il faudrait déjà qu'on arrive à l'écrire. Oui. Je voulais aussi te demander, du coup, les livres qui sont publiés, on peut les trouver, je ne sais pas comment fonctionne Bookmark, on peut acheter les livres direct sur le site de la maison? Absolument, et sur toutes les plateformes en ligne, en fait. Donc, ok, d'accord. Même commander auprès de son libraire, aller voir et demander, ce sera plus long, quoi qu'ils sont... Non, ce sera plus long, j'allais bouletter sur une info qui est censée être confidentielle, donc voilà, donc ce sera plus long, mais en effet, c'est tout à fait possible. Et qui est de mes réseaux, je me trouvais sur Instagram, sur Substack, je le prononce bien parce que j'ai toujours du mal à le prononcer, et sur TikTok, mais bien moindre parce que je ne poste jamais de vidéos, je ne supporte pas faire de vidéos de moi. Ça fait partie de toute
chose de mise en avant qui est encore très nébuleuse et complexe pour moi. Je comprends. Donc, sous le pseudo Dorian R. Bottino, à chaque fois. Magnifique. Voilà. On mettra les liens dans la description de l'épisode, comme ça les gens peuvent te retrouver. Voilà. Et on finit avec les 2 petites questions type un peu du podcast, si tu es d'accord. Comment se porte ta sentimentalité après notre échange? Est-ce que tu es moins stressée? Est-ce que ça va? Tout s'est bien passé? Tout s'est bien passé. Je suis plutôt détendue. J'étais stressée oui, au début, mais là, je me sens plutôt bien. Je suis contente de notre petite discussion et de tout ça. Ouais, ça m'a fait beaucoup de bien là, de rien, de venir, de parler de tout ça. Et... Trop bien. Même si je continue à triturer mes bagues dans tous les sens, hein, mais bon, ça, voilà, faut bien se calmer un peu. Mais oui, non, ça, je me sens bien. Trop bien. Et puis, qu'est-ce que tu aurais envie de dire, du coup, pour conclure aux sentimentalités écrivantes qui nous écoutent? De vous faire confiance et d'écrire. Peu importe. Faites-vous confiance, écoutez-vous, prenez en compte les messages que vous envoie votre cerveau et libérez-vous et écrivez. Voilà. Qu'importe ce qui se passe. Qu'importe ce qui se passe, qu'importe les difficultés. Si vous pensez que c'est pas le moment, c'est pas le moment. Si vous pensez que c'est le moment, c'est le moment. C'est vous qui décidez. Mais vous êtes libre et c'est ça, c'est le plus beau. Très joli message. Merci beaucoup. Avec plaisir. C'est un plaisir pour moi de te recevoir. Ça va être je pense que l'épisode va parler à beaucoup de monde. Et je me réjouis de le mettre en ligne bientôt. Je te souhaite tout de bon pour la suite. Et puis, je rappelle aussi aux personnes de mettre 5 étoiles sur le podcast si vous avez aimé cette interview. S'il vous plaît. D'aller vous abonner à la newsletter de Dorian parce que c'est pépite. Puis d'acheter ses livres. Et puis, on se retrouve dans 2 semaines normalement pour un nouvel épisode. Merci À bientôt. beaucoup. Merci. Alors, je coupe l'enregistrement.